Musango Mouben Abignon, que la paix soit avec vous. Merci de rester fidèle à ces enquêtes Lolé proposées sur la chaîne YouTube et la page Facebook Abdelaziz Moundé Ndimam. Je remercie tous ceux qui me font l'aumône de leur temps si précieux pour écouter en ces moments si difficiles de lutte contre la pandémie du Covid-19 pour lesquels chacune et chacun était invité à respecter les règles de confinement dans les pays, les 180 pays dans le monde qui sont touchés par cette pandémie, règles de confinement qui sont prises dans environ 50 pays dans le monde, et puis également, parce qu'il faut savoir que le Covid-19 touche près d'un tiers de l'humanité, 3 milliards de personnes sont confinées aujourd'hui, les règles aussi de lavage de mains avec un gel hydroalcoolique, comme je le fais à l'instant. Vous mettez du gel sur la main et pendant 20 secondes, vous vous nettoyez les mains, vous frictionnez correctement afin de lutter contre cette variante de coronavirus qui s'appelle le Covid-19, découvert sur un animal réservoir, la chauve-souris, également un autre animal intermédiaire, le pangolin, à travers les recherches qui ont été faites en Chine. La Chine qui a été l'épicentre de l'épidémie au tout début dans la province, la région du Wuhan. En Chine, aujourd'hui, la Chine est en train de sortir progressivement de l'épidémie après avoir pris des mesures drastiques. Donc, c'était le foyer. Et puis, en Afrique, sur notre continent, à partir du 14 février en Égypte, puis du 27 février au Nigeria. Et le Cameroun est en train de subir les contre-coups de ce virus qui se propage à la vitesse de l'éclair, puisque plus de 600
35 cas de personnes contaminées, infectées à coronavirus ont été constatés par le ministère de la Santé au mardi 7 avril. Donc, c'est dire toute l'importance du lavage des mains, des règles de confinement, des règles barrières qui sont prises et édictées par les autorités. J'ai souhaité vous proposer aujourd'hui une enquête d'Olek, comme on dit, sur l'affaire Éric Kouatou. Éric Golf Kouatou est un journaliste camerounais qui vit en France depuis une dizaine d'années. Un journaliste qui est correspondant d'une chaîne, d'un groupe de presse au Cameroun qu'on appelle le groupe Canal 2 International, qui est l'une des principales chaînes de télévision au Cameroun. Et Éric Golf Kouatou a été depuis son arrivée en France, un des piliers de cette chaîne en Hexagone, un des piliers de cette chaîne dans ce pays où il a choisi de s'installer. Après avoir été caméraman, cadreur au Cameroun, Éric Golf Kouatou est donc venu en France. Il est également un journaliste collaborateur de chaînes françaises comme CNews, pour laquelle il collabore depuis 2 ans environ. Il est également pigiste dans des chaînes comme TF1, LCI, donc chaîne d'information du groupe TF1. Éric Golf Kouatou a d'abord été caméraman, comme je l'ai dit tout à l'heure, cadreur, avant de migrer progressivement vers la fonction de journaliste. Il a effectué un séjour professionnel à l'École supérieure de journalisme de Paris, à l'ESJ de Paris, où il a obtenu un diplôme de journaliste reporter d'image. Et donc, depuis lors, Éric Golf Kouatou couvre des événements internationaux, nationaux. Éric Golf Kouatou est présent dans les délégations de présidents français, de chefs d'État français en Afrique, François Hollande, puis Emmanuel Macron, et à chaque fois il fait office de reporter. C'est lui qui a tendu le micro au président au président Macron lors de sa visite au Nigeria, et très récemment au président Biya, et qui faisait état de son compte rendu au président Emmanuel Macron sur le grand dialogue national au Cameroun. Donc c'est un journaliste de qualité qui fait son travail avec sérieux, avec abnégation depuis un certain nombre d'années. Éric Golf Kouatou a été interpellé le 2 avril dernier, et depuis on est sans nouvelles. Tout au moins, il n'y a pas d'avocat ou une personne qui lui rendre visite depuis son interpellation par des éléments de la direction de la sécurité du territoire, de la délégation générale à la sécurité nationale au Cameroun. Il a été conduit à la PJ le 2 avril, on l'a aperçu à la PJ, et depuis lors, nul ne sait, ni avocat, ni le syndicat national des journalistes du Cameroun, ni le REDAC, une ONG dédié à la défense des droits de l'homme, qui a publié un communiqué. Le syndicat national des journalistes du Cameroun et le REDAC ont publié des communiqués pour condamner d'une part l'arrestation arbitraire, la détention arbitraire dans un lieu tenu secret jusqu'à aujourd'hui d'Éric Golf Kouatou, et ensuite ils ont demandé sa libération immédiate en mettant en avant un certain nombre de dispositions relatives à la protection des journalistes de manière spécifique et de manière générale, et de manière beaucoup plus spécifique aux questions relatives aux droits de l'homme. Donc le 17 mars, Éric Golf Kouatou est en séjour au Cameroun. Il reste en quarantaine comme un certain nombre de Camerounais qui viennent de l'étranger, de France, notamment à travers un Air France, où on a demandé à l'ensemble des passagers de se mettre à la disposition des autorités nationales par la voix du ministre Manaouda Malachi, dont on salue le dynamisme, le volontarisme et l'action dans la lutte contre le Covid-19. Et ces personnes, parmi lesquelles Éric Golf Kouatou a été placé en quarantaine dans des hôtels, dans des lieux, dans différents lieux, dans des logements sociaux. On a pu voir sur les réseaux sociaux certaines se plaindre des conditions absolument difficiles dans lesquelles elles vivent, mais tout au moins Éric Golf faisait partie de ces personnes-là. Donc le 2 avril, après ce séjour, il est sorti de confinement, il est sorti de quarantaine. Le 2 avril, il a été interpellé. Les motifs qui sont avancés à présent, qui commencent à être recoupés, à se confirmer, sont qu'il aurait, Éric Golf, prêté sa carte de presse, donc sa carte de journaliste, sa carte et son badge au salon de l'agriculture, donc, et sa carte de presse, qu'il aurait prêté ces deux éléments, dont la carte de presse et sa carte d'accès au salon de l'agriculture, dans la 57e édition du salon de l'agriculture. Il aurait prêté donc sa carte à un activiste camerounais qui vit en France, Calibri Calibro. Cet activiste a interpellé de manière
véhémente le président Macron le 22 février à l'ouverture du Salon de l'Agriculture, dans la 57e édition du Salon de l'Agriculture, autour des questions concernant la guerre dans le nord-ouest-sud-ouest, la situation des droits de l'homme de manière générale, un certain nombre de prisonniers politiques ou un certain nombre de prisonniers qu'il considère comme politiques notamment, qui sont incarcérés dans le cadre de la crise anglophone, et puis également des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et d'autres formations qui sont incarcérées dans les prisons camerounaises. Le Salon de l'Agriculture. Le Salon de l'Agriculture en France est un événement de portée internationale. C'est de portée internationale. Il a été créé en 1963 par un ministre du général de Gaulle, Edgar Pisani, qui avait souhaité que les comices et les concours agricoles, le concours général agricole qui consacre de manière générale les meilleurs produits, les meilleures productions françaises, que ces comices, ce concours général agricole puissent être organisés de manière beaucoup plus solennelle, de manière beaucoup plus formelle, dans un espace à Paris, au centre des expositions, au parc des expositions. Et pour cela, il a créé le Centre national des expositions et des concours agricoles, le CNECA, qui avait donc la charge de l'organisation du Salon de l'Agriculture. Le Salon de l'Agriculture, en termes d'enjeux économiques, en termes d'enjeux politiques et médiatiques, est très important. Sur le plan économique, le Salon de l'Agriculture est le plus grand salon agricole et économique en France et le plus grand salon en matière agricole en Europe. Il regroupe les acteurs des filières agroécologiques et d'élevage en France chaque année. Donc dans ce parc des expositions, l'élevage et ses filières, les produits du terroir de France, d'outre-mer et du monde. On retrouve très souvent au Salon de l'Agriculture des pays africains comme la Côte d'Ivoire qui ont des stands absolument remarquables, le Ghana et d'autres pays qui viennent pour la promotion de leurs produits pour attirer des investisseurs et rechercher des partenaires. Il y a également les cultures et filières végétales qui sont très très importantes avec le développement de ce qu'on appelle le vegan, et puis enfin les services et métiers de l'agriculture pour lesquels un certain nombre de structures sont présentes. Et donc dans ce salon de l'agriculture, il y a quatre zones principales, les zones qui sont consacrées donc à ces différentes filières que j'ai citées tout à l'heure, et puis dans 8 halls d'exposition. Alors au salon de l'agriculture 2020, autant pour moi, le président Macron est arrivé à 8h15, il a passé pratiquement 13 heures, donc de 8h15 à 21h15, et dès qu'il est entré au salon de l'agriculture à 8h15, après l'inauguration officielle, à 8h30, il a été abordé à l'écran, vous voyez, par ces syndicalistes d'une fédération agricole qui lui ont posé des questions pendant 10 minutes pratiquement sur la crise, sur la question des retraites et la crise que vivent les agriculteurs français. Il faut dire que le salon de l'agriculture, j'ai évoqué tout à l'heure les enjeux économiques du salon de l'agriculture, mais le salon de l'agriculture, c'est également un enjeu politique et médiatique important pour les chefs d'État français. À cette occasion, les présidents français montrent de la séduction, séduisent le public, recherche une popularité quand ils sont en berne ou tout simplement à la consolider auprès de l'opinion, et c'est l'ensemble de la presse française, l'ensemble des presses économiques, politiques françaises qui sont mobilisées en général pour ce salon de l'agriculture. Et à cette occasion, il peut y avoir des incidents, il peut y avoir des bons mots, des annonces comme celles qui sont généralement faites. Et l'une des figures emblématiques de ce salon de l'agriculture a été longtemps le président Jacques Chirac. C'est à cette occasion aussi que le général de Gaulle avait déclaré que la France est un pays aussi complexe que ses 65 variétés de fromage. Jacques Chirac aussi, l'un des gaullistes les plus emblématiques, les plus historiques en France, qui, on le voit, passait plus de 20 heures, parce que tout à l'heure j'ai dit que le président Emmanuel Macron a passé 13 heures d'affilée de 8h15 à 8h20 à 21h20 ce jour-là. Eh bien, il avait l'habitude d'y passer le clair de la journée pour pouvoir rehausser, consolider son image de brave page franchouillarde qu'il a fait tant aimer des Français, comme on a pu l'observer à ses obsèques. Donc ce jour-là, Emmanuel Macron rencontre un certain nombre de Français, ils discutent, c'est la castagne, parfois le ton est dur, parfois le ton
est très dur, comme avec cet étudiant à qui il demande de travailler avant de venir aborder des sujets. Ici, il demande à des gens de pourquoi vous sifflez, venez me parler. Donc, il est interpellé à 14 reprises sur son chemin pendant ces 13 heures. Donc, il y a une diversité de rencontres avec des étudiants qu'il recadre, avec une gilet jaune avec qui il parle des questions concernant la retraite, des questions de violence aux femmes, des questions justement qui sont liées à la suppression des APL par Emmanuel Macron. Il va être interpellé par un étudiant africain avec qui il va finir par prendre un selfie. Donc une discussion qui a fini de manière beaucoup plus positive, avec une note positive, avec cet étudiant africain qui pose une question à Emmanuel Macron concernant la réduction des aides au logement qui sont... comme un autre étudiant français l'a posé tout à l'heure, mais spécifiquement, celui-ci va lui poser des questions concernant les frais de scolarité qui ont été augmentés pour les étudiants étrangers, qui sont passés de 400-500 euros environ à 3000 euros. Donc, bref, ce jour-là, c'est enjoué parfois, avec les meilleurs ouvriers, les meilleurs agriculteurs de France. C'est parfois heurté, comme avec cet étudiant qu'il recadre. C'est parfois beaucoup plus profond en termes de discussion. Il a fait 12 minutes avec ces agriculteurs qui sont dans le domaine de l'agro-industrie. Et comme je l'ai dit en tout début, avec un certain nombre de syndicats agricoles. Donc, pendant 13 heures, de 8h15 à 21h20, il y a cette discussion. Après cette série de discussions, après cette série d'interpellations, il y a eu une interpellation par l'activiste camerounais Calibri Calibro. L'interpellation de Calibri Calibro est précédée de celle qui était avec une réaction agressive et violente d'Éric Drouet, qui est un des leaders historiques des Gilets jaunes, ce mouvement qui a surgi dans l'opinion française depuis 2 années et demie environ sur les ronds-points et qui a complètement transformé les modes de revendication. Qui a complètement transformé les modes de revendication collective en France. Les éléments du groupe de sécurité présidentielle vont maîtriser Éric Drouet, l'exfiltrer, le sortir du hall où était présent Emmanuel Macron. Pendant ce temps, il est dans une buvette, il se déplace vers un stand de Cake and Coffee et Dili, de la filière de transformation du café. Ce sont des entreprises qui produisent du café torréfié et qui proposent au public et qui avaient des stands absolument impressionnants au salon de l'agriculture. Donc, il se dirige. À ce moment-là, l'activiste camerounais crie « Monsieur Macron, et il lui lance son interpellation concernant la situation dans le nord-ouest, sud-ouest du Cameroun. À ce moment-là, les éléments du groupe de sécurité présidentielle qui couvrent le président de la République et ses 2 aides de camp, Vincent Minguet et Charles Loy, à ce moment-là, ils vont vers Calibri Calibro pour essayer de le maîtriser. Et c'est Emmanuel Macron qui demande de le laisser. Emmanuel Macron qui est accompagné à ce moment-là d'une délégation, celle composée du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, de son chef de cabinet François-Xavier Loche, de son chef de cabinet adjoint Rodrigue Fulcy, de ses conseillers du pôle écologie, agronomie, agro-industrie, économie et transport de l'Élysée, donc Pierre Delduc et Julien Turenne. Et ces conseillers-là vont venir avec M. Macron qui discute de manière bâton rompu avec l'activiste camerounais d'un certain nombre de sujets qui sont liés à la situation au Cameroun. Ici, le contenu de cette conversation n'est pas important puisque chacun s'est fait son avis. À titre personnel, je me suis exprimé étant un panafricaniste engagé et d'impact qui assume les questions de souveraineté, qui dit aussi que la France a une grande part de responsabilité dans la crise anglophone, dans le problème anglophone au Cameroun. Donc, mais ça, c'est un sujet à part puisque chacun a pu se faire son opinion, chacun a pu se faire son opinion, comme toutes ces personnes qui, à la suite de cette conversation, ont manifesté dans les rues de Yaoundé pour exprimer soit leur soutien au président Biya, estimer également que le Cameroun a été sali, que le Cameroun a été insulté, que le Cameroun a été vilipendé dans les rues de Paris après cette sortie d'Emmanuel Macron et sa conversation avec Calibri Calibro, donc ces manifestations qui ont donc été organisées à cette occasion-là. Donc pour revenir sur l'interpellation
qui s'est passé. Nous avons interrogé un certain nombre de personnes, nous avons interrogé la direction de la communication et les services du Centre national d'exposition et du concours agricole qui ont la charge de l'organisation du Salon de l'agriculture. Nous avons interrogé également ceux qui étaient présents au moment de cette conversation entre l'activiste camerounais et Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'Élysée, c'est-à-dire les journalistes qui étaient présents à ce moment-là, ceux de BFM TV, Éric Brunet, Laurent Neumann, Anthony Morel, le journaliste de TMC Télé Monte Carlo qui travaille pour l'émission Le Quotidien sur TMC présentée par Yann Barthès, Pierre Larouturou qui suivait et qui, au moment où Emmanuel Macron se déplaçait donc vers Kekan Kofi et Ili, était avec Emmanuel Macron parce que ce qu'il faut dire, c'est que le président français n'a pas eu un moment avant 21h où il a accordé une interview à tous les médias français. À tous les médias français, il a accordé une interview après, donc à sa sortie du Salon de l'agriculture. Il s'est arrêté un moment pour donner ses impressions, parler de sa journée, faire un certain nombre d'annonces et puis également parler d'un certain nombre de sujets liés à l'actualité française, internationale également. À l'actualité française internationale également. Donc, il n'y a pas eu d'interview. C'était pas une interview. L'entrevue, l'échange vif entre Emmanuel Macron et Calibri n'était pas du tout une interview avec la presse. Donc, il n'y avait pas à ce moment-là, et le Salon de l'agriculture, à travers le Centre national des expositions et des concours agricoles qui a la charge de ce salon, eh bien, ils sont formels là-dessus. Celui qui s'occupe, le pôle qui s'occupe des visites officielles, donc celle du président Macron, on dit, il confirme que cet activiste camerounais s'est présenté comme un activiste et non comme journaliste. À ce moment-là, il n'avait pas besoin ni du badge, ni donc de ce badge-là qui est un badge, comme vous voyez à l'écran, un badge avec photo. Donc, on ne peut pas utiliser la photo d'Éric Golf Kouachou quand on n'est pas Éric Golf Kouachou. On ne peut pas utiliser la photo d'Abdelaziz Moundé, un badge avec la photo d'Abdelaziz Moundé quand on n'est pas Abdelaziz Moundé. Donc, c'est un badge qui est nominatif et avec une photo. Ce n'est pas simplement un nom, mais c'est avec une photo. À ce moment-là, et au Salon de l'agriculture, la presse porte autour du cou un badge. Et quand l'activiste camerounais se présente, il se présente comme étant un activiste et non comme un journaliste. À ce moment-là, le président Macron parle par un journaliste. Il a parlé aux journalistes, je l'ai dit tout à l'heure, à partir de 21h20, quand il est sorti de ses 13 heures marathon au Salon de l'agriculture, où il a été interpellé à 14 reprises, y compris par l'activiste camerounais, par différents Français, des étudiants, des agriculteurs, des industriels, des syndicalistes, des gilets jaunes. Il a parlé avec tout ce monde, parfois de manière véhémente quand on le sifflait, parfois de manière dure, parfois de manière beaucoup plus conviviale, et aussi à bâton rompu, comme avec l'activiste camerounais Calibro. Donc, à ce moment-là, il n'a pas besoin de la carte de presse, il n'a pas besoin du Kouachou, qui lui aussi au Salon de l'agriculture fait son travail de journaliste normalement, donc il n'a pas besoin de s'appeler Éric Kouachou pour l'interpeller. Donc à ce moment, il fait son travail comme journaliste, il fait son travail comme tous ses autres confrères par la direction de la communication du Salon de l'agriculture, à travers Comexposium. Madame Kathleen Reed, qui est la directrice de la communication, elle peut attester à qui souhaiterait vérifier tout ça, que le Salon de l'agriculture, dans les visites officielles, eh bien, il y a un pôle dédié à la presse, un pôle dédié aux personnalités, notamment M. Macron et la délégation dont j'ai évoqué la composition tout à l'heure, et dire de manière très très claire, de manière très formelle, que ce badge qui était porté par Éric Golf Kouachou ce jour-là était un badge à la fois nominatif mais qui portait également une photo. Donc il n'a pas pu donner son badge ni sa carte de presse qui porte sa photo, qui porte également son nom à quiconque, à qui d'autre. Pourtant lui-même il était présent au Salon de l'agriculture et au moment de l'interpellation qui est donc faite par l'activiste camerounais comme 13 autres personnes, comme différents groupes au Salon de l'agriculture. Au moment donc de cette interpellation, c'est Emmanuel Macron qui vient, au moment où le groupe de sécurité présidentielle qui le confirme, vient pour
pour se saisir de l'activiste camerounais. C'est Emmanuel Macron qui demande, bien sûr, de le laisser et puis qu'il puisse engager une conversation avec lui à bâton rompu, comme on a pu l'entendre, comme on a pu le voir, puisque cette vidéo a été virale sur les réseaux sociaux et à travers les médias. Donc, sur ce plan, les éléments, voilà, le Pierre Larouturou de TMC qui tend le micro à la fois à Emmanuel Macron et à Calibri pendant la discussion, qui travaille pour le quotidien, donc une émission de grande audience sur Télé Monte Carlo de Yann Barthès, que beaucoup qui suivent ce direct connaissent, ont l'habitude de suivre tout au moins, eh bien, il est formel. À ce moment-là, ce n'était pas une interview d'Emmanuel Macron avec un journaliste, mais c'était une interview avec un activiste camerounais. Et le stand de BFM TV était derrière l'activiste camerounais, Éric Brunet, Laurent Neumann, Anthony Morel, on peut suivre. Ce n'était pas un journaliste qui s'adressait à Emmanuel Macron, mais un activiste qui plus est l'a assumé comme tel. Alors, la question de l'affaire Eric Golf-Kouatou, pour laquelle le SNJ, le REDAC, un certain nombre d'organismes, Le Jour, le quotidien Le Jour et le Messager ont dans leur colonne traité à la fois de l'importance et puis des préoccupations. Eh bien, l'affaire Eric Golf-Kouatou a un arrière-plan. Sur la question des droits de l'homme, c'est vrai au Cameroun, mais aussi sur les questions de bataille, de succession au Cameroun et puis également de contrôle de Paris. On attribue à M. Christophe Ketchanké et Eric Golf-Kouatou une proximité. Or, dans le cas actuel, ceux qui ont était à l'origine aussi de cette interpellation. Il faut dire que cette interpellation qui a été faite le 2 avril d'Eric Golf-Kouatou à Yaoundé, elle intervient à la suite d'une dénonciation qui est faite par des Camerounais de la diaspora. Des Camerounais de la diaspora, entre autres M. Narcisse Barga, qui aussi a été caméraman, qui est devenu journaliste, qui a travaillé au Cameroun pour un certain nombre de structures, la GTZ, le ministère de la Santé, et puis également qui a été assistant de Bassek Bakoubio dans le domaine du cinéma, donc quelqu'un de très compétent dans le domaine des médias, du cinéma, qui s'est installé en France et qui fait partie de la mouvance qu'on appelle les patriotes. Les patriotes qui sont opposés à la brigade anti-Sardinard, donc de Calibri Calibro avec ses différentes branches. Brigade anti-Sardinard qui est devenue, qui est née à la suite de revendications, de manifestations suite au contentieux post-électoral au Cameroun après l'élection présidentielle de 2018. Donc il s'est constitué au sein de la diaspora des groupes, des factions, des personnes qui soutiennent le pouvoir ou l'opposition selon, qui s'appellent patriotes, basses, etc. Donc Narcisse Marga fait partie de cette mouvance-là. Donc s'est adressé à l'ambassadeur du Cameroun en France, Alfred Guigny, pour dénoncer Eric Golf-Kouatou en estimant que Eric Golf aurait été à l'origine de l'entrée de Calibro au Salon de l'Agriculture. Or, je vous ai dit tout à l'heure, à travers cette enquête, que le Salon de l'Agriculture qui est dirigé, organisé par le Centre national des expositions et des concours agricoles, et également qui est en pratique géré par Comexposium, dont la directrice de la communication et Kathleen Red sont formelles. Le salon de l'agriculture, le 22 février, était ouvert au public. On paye ses 13 €, on y accède. Les journalistes entrent avec un badge qui porte le nom et la photo du titulaire de la carte de presse. Tout à l'heure, j'ai montré les cartes de presse et le badge de Eric Golf-Kouatou à l'écran. Je vais remontrer justement ce badge-là pour que voilà, ce badge-là porte sa photo. Donc Calibro ne pouvait pas avoir sa photo. Donc cette dénonciation, elle a donc été faite par Narcisse Barga, un certain nombre de personnes auprès de l'ambassadeur Guigny, qui a transmis à la délégation générale à la sécurité nationale cette information, disant que Eric Golf-Kouatou serait celui qui aurait passé son badge et sa carte de presse à Calibri pour qu'il puisse accéder au salon de l'agriculture et donc parler à Macron. Ce qui est contesté à la fois par les sources officielles, donc les responsables de l'Élysée à qui M. Macron demande de prendre le contact donc, de cet activiste camerounais qui se présente comme tel, François-Xavier Loche, et puis également Rodrigue Fulsi, le groupe de sécurité présidentielle qui est venu pour maîtriser l'activiste camerounais et à qui Macron a demandé de le laisser, les responsables Julien Turenne ou encore Pierre Delduc qui accompagnent la délégation de Macron, la direction de la communication du Comexposium, du Salon de l'Agriculture, effectivement, sont clairs et formels là-dessus. Il s'agissait d'un activiste, pas d'un journaliste qui s'adressait à Emmanuel Macron ce jour-là. Deuxième chose, en France, c'est coutumier, les personnes, les citoyens interpellent le président, une fois que c'est pas violent ou agressif, eh bien, il peut discuter avec vous s'il le choisit de le faire. Mais Emmanuel Macron ce jour-là a discuté avec 14 personnes
14 personnes au long cours, 14 fois avec des personnes pendant les 13 heures qu'il a passé au Salon de l'Agriculture de 8h15 à 21h15 au moment où il accorde une interview donc formelle à la presse et non pas à ce moment-là puisque c'était pas une interview qu'il accordait à un journaliste mais plutôt un échange avec un activiste qui s'est présenté comme Camerounais et qui portait des revendications. Donc l'ambassade du Cameroun aujourd'hui est sur des charbons ardents puisque l'ambassadeur du Cameroun Alfred Nguini, nommé en mars 2019 ne s'entend pas, mais vraiment c'est un euphémisme avec le percepteur-payeur Christophe Ketchanké à qui beaucoup reprochent d'avoir passé une trentaine d'années bientôt, plus de 25 ans tout au moins au poste de percepteur-payeur du Cameroun à Paris. Paris c'est quoi dans la diplomatie camerounaise, dans les relations France-Cameroun? Eh bien Paris c'est le premier poste diplomatique camerounais dans le monde. Paris c'est un poste diplomatique duquel sont partis un certain nombre de personnalités, Ferdinand Léopold Oyono, Bepadon pour devenir directeur du cabinet civil ou ministre au Cameroun, comme Jacques-Roger Bobo, Samuel Vondoayolo, le dernier qui est parti pour rejoindre le gouvernement, précédé par Mbella Mbella. Donc sur ce plan-là, Paris c'est une passerelle pour entrer au gouvernement au Cameroun, mais Paris c'est aussi, pour le cas de Bilo Pascal ou de Simon-Pierre Nkoetungu, un lieu où sont parfois recasés de hautes personnalités qui ont servi comme ministre. C'est le cas de Simon-Pierre Nkoetungu ou comme conseiller diplomatique du chef de l'État, ça a été le cas de Pascal Bilo en temps. Alors Paris, c'est aussi un lieu où le Cameroun compte beaucoup d'avoirs extérieurs à travers des comptes, à travers aussi des biens immobiliers. Et qu'à Paris, l'ambassade de Paris, à travers le consulat général du Cameroun en France, est également un lieu où la régie est très importante quand vous payez, vous réglez vos visas, quand vous avez des procédures, eh bien, c'est une sorte de pactole pour le trésor public camerounais qui est géré donc à partir de Paris, même si le principe de l'unité des caisses fait qu'ils sont d'abord sur le plan technique, à travers la comptabilité publique, renvoyés à Yaoundé de manière formelle, et puis également géré comme de bien entendu par la perception, le percepteur-payeur à Paris. Donc il y a un enjeu à contrôler Paris, par un certain nombre de personnalités qui aspirent à diriger le Cameroun ou tout au moins à prendre la relève du président Biya une fois qu'il sera parti, des collaborateurs proches au secrétariat général de la présidence, à la direction du cabinet civil, au ministère des Finances, etc. Des personnes qui ont tout intérêt à ce qu'à Paris, il y ait des personnes qu'ils contrôlent. Je rappelle que le ministre Motazé avait pris l'initiative de nommer à Paris un percepteur-payeur, initiative qui a fait long feu, comme Abba Polycarpe et bien d'autres ministres des Finances qui n'ont pas pu. Parce que M. Ketchanké, c'est une personne qui est prolongée de manière régulière, puisqu'il est à la retraite depuis un certain nombre d'années, prolongé par le chef de l'État directement et personnellement. Il a été mis à la retraite au Cameroun il y a quelques années. On a lu le communiqué qui l'admettait à faire valoir ses droits à la retraite. Eh bien, quelques temps après, il a été prorogé par le président Biya, et au grand étonnement de ceux qui sont cohérents et logiques par rapport à cette situation-là, on se demande pourquoi des personnes ne s'adressent pas directement au président de la République pour le cas de M. Ketchanké, parce que ça relève de lui. C'est-à-dire qu'il a été sur le plan formel admis à faire valoir ses droits à la retraite, mais le président a choisi de le prolonger de manière absolument régulière. Pourtant, il y a un certain nombre d'officiers supérieurs de l'armée, des colonels qui ont été à la tête de la mission militaire, attachés de défense, qui ont été prorogés 2-3 ans, mais qui ont été priés de rentrer au Cameroun après avoir été en service pendant de nombreuses années à Paris. Donc, c'est cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a une bataille, un enjeu, une inimitié crasse entre l'ambassadeur Alfred Nguini et le monsieur Ketchanké, et on prête donc une proximité entre Eric Golf Kwachu et l'ambassadeur. Ils appartiennent à la même ethnie. C'est courant aujourd'hui au Cameroun d'avoir effectivement ce type de réflexe-là, ce type d'argumentaire, parce qu'en arrière-plan, on estime que M. Ketchanké serait un soutien de la brigade anti-Sardinard et que Eric Golf Kwachu jouerait deux jeux entre ses relations de proximité avec l'ambassade du Cameroun et également à la base, ce qui lui aurait permis de remettre son badge, de donner son badge
à l'activiste Kekalibre Kalibro de la base. Donc ce sont des conjectures comme ça qui ont été formulées, envoyées, transmises à Yaoundé via l'ambassadeur Alfred Guini, et aujourd'hui Eric Golf se retrouve dans la situation qui a été décrite tout à l'heure. Alors également ça pose un problème qui est lié au respect des droits de l'homme. On l'a dit tout à l'heure, le Cameroun, dans son bloc de constitutionnalité, donc dans la constitution du 18 janvier 96, qui porte en révision de celle du 2 juin 72 et qui a été amendée, enfin tout au moins par celle du 14 avril 2008, avec cette modification sur la durée du mandat présidentiel, eh bien, le Cameroun proclame son attachement à un certain nombre de conventions internationales. Ces conventions internationales sont notamment les conventions sont notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, entre autres, dont le Cameroun a adopté les principes. Et ces principes sont très très clairs sur la question de la détention arbitraire. Nul ne peut être détenu de manière arbitraire, disent les articles 6 de la charte africaine, les articles 6 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les articles 9 du pacte international civique, des pactes internationaux relatifs aux droits civiques et civils et politiques, et qui sont formels là-dessus. Pourquoi on l'évoque? Parce que le Cameroun a traduit dans sa législation à travers le code de procédure pénale de juillet 2005 l'ensemble de ces principes tirés de ces conventions qu'il a ratifiées. Ces principes traduits dans le code de procédure pénale concernent la question de la présomption d'innocence de l'article 8 avec un alinéa 2, puisque la présomption d'innocence c'est que toute personne suspectée, arrêtée, poursuivie dans le cadre d'une affaire est réputée innocente avant qu'un jugement ne puisse établir sa culpabilité. Ça c'est l'alinéa 1 de cet article, et puis l'alinéa 2 dit que cela s'applique à tout suspect, toute personne arrêtée ou détenue. Et cette question de la présomption vaut dès l'engagement d'une procédure, après la notification au suspect, au prévenu, au détenu, que sais-je encore, à l'accusé, quelqu'un qui est mis en accusation d'une manière ou d'une autre. À partir du moment où vous êtes notifié, à partir du moment où vous êtes saisi, eh bien, la question de la présomption d'innocence joue, sauf des exceptions, puisqu'il n'y a pas de règle sans exception, notamment liées au flagrant délit, à des questions qui peuvent être liées à des dispositions tout à fait exceptionnelles, comme la loi antiterroriste du 23 décembre 2014 au Cameroun, loi qui a été également contestée dans un certain nombre de ses principes, justement puisqu'elle violait un tout petit peu, ou elle entachait tout au moins les principes généraux qui ont été édictés par le Code de procédure pénale suivant l'adhésion, la ratification par le Cameroun d'un certain nombre de conventions internationales, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international civique relativement aux droits civiques et politiques, et également la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui sont très très clairs en la matière. D'un autre côté, la question de la détention est réglée dans l'article 218, les articles 218 et 221 du Code de procédure pénale, qui règlent la question de la détention et qui la soumettent à cette question du droit à un avocat, du droit à garder le silence, du droit à une assistance, du droit à un certain nombre de droits qui encadrent la question de la détention et la question de la garde à vue également. C'est 48 heures. Or, Eric Golf est détenu depuis le 2 avril. Nous sommes au 7 avril. Ça fait 5 jours qu'il est détenu, donc plus de 48 heures. Il faudrait qu'un procureur de la République, ayant été au courant du dossier, puisse effectivement prolonger. À ce moment-là, on n'est plus dans l'état d'exception, parce que si on est dans l'état de droit, c'est le respect de ces questions qui sont réglées, parce que le code de procédure pénale, qui est l'instrument, le trait d'union entre l'accusation, donc l'infraction ou la personne mise en cause, et la sanction, c'est le trait d'union, et aussi est devenu un instrument de mesure du degré de modernité, du degré d'avancée démocratique, du degré de liberté dans un pays, du degré de respect des principes de l'état de droit dans des pays qui se prétendent comme modernes. À partir du moment où on ne respecte pas ces règles liées à la procédure
du Code de procédure pénale, on rentre dans l'état d'exception. L'état d'exception a existé au Cameroun. En 1962, le président Ahidjo a été habilité par l'Assemblée nationale à prendre un certain nombre d'ordonnances. Ces ordonnances, dites de 62, ont été absolument liberticides, ont privé les Camerounais, de nombreux Camerounais, à travers des écoutes, des filatures, de la suspicion. Il suffisait qu'on vous pointe comme militant de l'UPC, comme maquisard, comme rebelle, etc., pour que vous passiez le restant de vos jours à la BMM, à Tcholéré, à Mantoum, sous une torture atroce. Ça s'est vu au Cameroun. À partir de 1990, ces lois-là ont été abolies, les ordonnances de 62 ont été abolies, et un nouveau train de liberté qui a été mis en place avec des pointes comme la loi de juillet 2005 sur l'important code de procédure pénale au Cameroun qui réconcilie un tout petit peu les principes accusatoires et inquisitoires des deux cultures anglo-saxonnes et françaises du droit camerounais, qui mettent en place un certain nombre de dispositifs liés au droit à la défense. Tout à l'heure, j'ai parlé du droit à un avocat, droit à garder le silence, droit d'être assisté, etc. On a également ce code de procédure pénale qui règle les questions liées à la détention. Aujourd'hui, on se plaint d'une surpopulation carcérale au Cameroun qui est liée au fait que vous avez comme le cas de Paul Tchouta, quelqu'un qui a commis un délit, enfin qui est poursuivi autant pour moi pour un délit, c'est-à-dire la question de la diffamation, qui doit rester 6 mois en prison. Et avec c'est quand dans le cas d'un délit, le code de procédure pénale est très très clair là-dessus. Tout à l'heure, j'ai évoqué les articles 218 et puis 221 sur la question de la détention provisoire. C'est-à-dire que vous restez 6 mois en prison et il faudrait qu'il y ait un procès, absolument. C'est qu'un juge puisse, un juge impartial, un juge indépendant, puisse, un tribunal avec des juges indépendants, impartiaux, puisse effectivement décider si oui ou non vous êtes coupable et puis donc vous infliger une peine que vous avez purgée ou que vous allez purger. Ou tout au moins, quand vous êtes élargi, qu'on puisse prononcer votre relax et avec une levée d'écrou, vous pouvez quitter une maison d'arrêt. Donc, en cas de délit, c'est 2 mois de prolongation. C'est-à-dire que si vous avez passé 6 mois en cas de délit en prison, détention prévisoire, donc détention préventive, eh bien, vous avez une prolongation qui ne peut excéder 2 mois. Et dans le cas d'un crime, on a une prorogation qui va à 12 mois. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudrait que si vous êtes accusé d'avoir commis un crime, qu'on puisse vous juger dans des délais raisonnables et que si ce n'est pas fait, au bout, on proroge ce délai de 12 mois au terme desquels il faudrait que vous ayez votre jugement. Non, on n'en est pas encore à cette question de détention provisoire, tout au moins puisque nous sommes dans le train de la privation des libertés, de formes de détention arbitraire. J'évoquais tout à l'heure les articles 6 et 9 des chartes africaines de droits de l'homme et des peuples, du pacte international relatif aux droits civiques et politiques qui sont très clairs. Nul ne peut être détenu de façon arbitraire. Considérons que la question de la détention arbitraire au Cameroun, qui a concerné un certain nombre de personnes, le florilège et la liste est longue, ne peut pas être justement continuer à être cautionné de cette manière-là, puisque en ce moment, depuis le mardi 5 avril, Eric Goff vraisemblablement subit les contre-coups de cette forme de détention arbitraire, puisqu'il n'a été notifié, tout au moins jusqu'ici, des charges qui sont retenues contre lui. Aucun avocat n'a pu avoir accès à lui, aucune notification officielle n'a été faite à ce sujet-là. Donc, la question et la préoccupation sont extrêmement vives au Cameroun et tout au moins parmi ceux qui sont les défenseurs des droits de l'homme à travers le monde, à travers le Cameroun, à travers l'Afrique. Nous avons voulu donc à travers cette enquête expliciter le cas Eric Goff, alerter également sur la question de la détention arbitraire, la question des droits de l'homme au Cameroun, donner l'arrière-plan de cette affaire qui concerne également, qui est liée également à la question de succession au Cameroun, mais également au contrôle des avoirs et puis des finances à Paris. Je vous remercie d'avoir suivi cette enquête Ndolé consacrée à l'affaire Eric Goff Kwachu. Je ferai une autre très bientôt qui sera consacrée, dont l'annonce sera faite sur la page Facebook Abdelaziz Moundé Ndjibam, qui sera consacrée à l'affaire concernant le vaccin contre le Covid-19, contre le coronavirus sur le continent africain. Moussango Ben Abignon, que la paix soit avec vous.